amphibiens, reptiles, oiseaux et les mammifères, y compris les humains. Ce sont les tétrapodes terrestres. Ils ont profité de facteurs comme l'abondance d'oxygène dans l'atmosphère, ainsi que leur puissant squelette pour prospérer. Pendant le fil du temps évolutif, de nombreuses adaptations ont été ajoutées à la liste qui a permis aux vertébrés de coloniser entièrement la terre ferme, y compris les modifications de la peau au niveau de la perméabilité, le soutien du squelette, la copulation sexuelle, l'accouchement et les soins parentaux à nos jeunes. En conséquence, le résultat, c'est que les vertébrés terrestres sont parmi les animaux les plus intelligents et les plus avancés socialement de la planète, et les créatures dominantes dans les écosystèmes terrestres. Dans cet épisode, le terme tétrapode terrestre inclura nous-mêmes, les Homo sapiens. Lorsqu'on reconnaît que le nombre d'espèces des vertébrés terrestres est une minorité relative tant qu'au nombre total des espèces des animaux, ils détiennent une place de dominance à nos yeux parce que nous nous reconnaissons chez eux. On remarque que les vertébrés sont des animaux extrêmement intelligents. Comme ce chimpanzé, vu ici en utilisant un bâton pour attraper des fourmis pour manger. Ou cette corneille calédonienne, qui a compris comment utiliser de différents outils pour extraire une récompense alimentaire. Ils sont en grande partie sociaux. Et il y a de plus en plus grande quantité de soins parentaux et l'altruisme qui peut être montré dans certaines lignées, en particulier celle des oiseaux, et aussi chez les mammifères, où nous sommes assis. Donc, nous avons cette affinité pour les vertébrés en général, bien que leur biodiversité est faible. Sur les quelques millions et demi d'espèces d'animaux sur notre planète, on parle de quelque chose de l'ordre de 50 000 vertébrés, dont la moitié sont des poissons. Cela signifie que pour les vertébrés terrestres, à partir des amphibiens, il n'y a que seulement 25 000 espèces, ce qui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la biodiversité globale des animaux. Ils représentent seulement 3% de toutes les espèces animales. Mais les vertébrés sont devenus des espèces dominantes parce qu'ils jouent des rôles importants dans les habitats principalement terrestres. Et donc, depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, les oiseaux et les mammifères en particulier ont vraiment pris un rôle important du point de vue écologique. Pour commencer notre histoire des tétrapodes terrestres, nous souvenons qu'aux alentours de 400 millions d'années, à la fin de la période dévonienne, des poissons tels les Sarcopterygies ont évolué vers ce qui semble être l'ancêtre de tous les tétrapodes terrestres, une créature amphibienne connue sous le nom d'Ichthyostega. Ichthyostega était une créature ressemblant à un poisson qui avait des membres articulables qui, une fois hors de l'eau, étaient capables de supporter son poids. Il était également capable de respirer de l'air, et donc aurait déclenché la colonisation de la terre ferme, au moins en termes des visites périodiques pour se nourrir des plantes et des insectes qui étaient déjà abondants là-bas. Ça a peut-être l'air un peu niaiseux d'avoir besoin de le dire, mais une bonne différence entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, c'est que l'air est beaucoup plus sec que l'eau. Cela importe plusieurs défis aux animaux qui veulent vivre dans le milieu terrestre. Une autre différence entre ces deux sortes d'habitats est que l'eau fournit une sorte de flottaison aux animaux qui vivent dedans, ce qui n'est pas le cas dans le milieu terrestre où la gravité est beaucoup plus perceptible. On peut observer ceci avec cette petite démonstration. La locomotion terrestre a vraiment été qu'une modification de la forme originale de la natation, en utilisant un type de mouvement sinusoïdal. Fouetter la queue d'un côté à l'autre dans l'eau a été modifié pour une alternance des membres vers le bas en contact avec le sol, pour se propulser lorsqu'ils sont en contact avec un substrat. Ce qui, comme vous pouvez le voir ici,
n'est pas nécessairement le cas quand ils sont entourés par un fluide comme l'eau. La réalisation de cette transition a nécessité des modifications du système squelettique pour permettre cette locomotion sur la terre ferme, particulièrement pour contrer la force de gravité tirant les animaux vers le sol. Chez les vertébrés terrestres, cette solution provient d'un squelette très robuste. Surtout, on parle de l'évolution d'un bassin pelvien et bassin pectoral qui permet d'attacher les jambes et les bras à la squelette axiale ou la colonne vertébrale pour la première fois et de supporter le poids de l'animal contre la gravité. Une autre adaptation pour un squelette robuste, c'est au niveau des vertèbres eux-mêmes. Ces vertèbres ont des extensions qui s'appellent des apophyses. Et ces apophyses représentent des arêtes qui empêchent la colonne vertébrale de plier trop et de casser, mais également ça représente des points pour attacher des muscles. Et comme tel, les vertébrés sont des animaux très musculeux. Un sous-groupe d'amphibiens ont un mécanisme de locomotion très évolué. Nous parlons des grenouilles, qui ont évolué en sautant ou avec la saltation comme leur façon de se déplacer. Cela a clairement nécessité quelques modifications importantes du squelette, comme ses longs pieds éhortés pour agir comme des charnières. Mais il y a aussi beaucoup de fusion des os pour rendre la squelette beaucoup plus robuste pour le choc de l'atterrissage. Parce qu'ils peuvent être gracieux en prenant à l'air sur ses jambes puissantes, mais ils ne sont pas aussi élégants en revenant sur terre. Donc, quand on parle des animaux vertébrés quittant l'eau pour la première fois et devenant en quelque sorte amphibiens et passer du temps sur la terre, les premiers amphibiens, tout comme les amphibiens modernes, auraient manqué la capacité de vivre sur terre complètement. C'est particulièrement le cas en raison de deux caractéristiques. L'une, leur peau est toujours perméable et sujette à la dessiccation. Ils se dessèchent, donc ils doivent retourner fréquemment à l'eau pour s'humidifier ou alors rester dans des environnements qui sont relativement humides. L'autre aspect est que les gamètes ne sont pas protégés de la dessiccation. Leurs embryons non plus. Donc les spermatozoïdes et les ovules sont libérés dans l'environnement pour une fécondation externe. Et à cause de cela, ils doivent être libérés dans des plans d'eau. Donc pour les amphibiens, bien qu'ils peuvent passer la plupart de leur temps sur la Terre, bien que ce soit la Terre un peu humide, pour compléter leur cycle vital, ils ont besoin de retourner dans des masses d'eau afin de reproduire. Et nous constatons que leurs progénitures sont une forme larvaire, des têtards ressemblant à des petits poissons. La métamorphose se poursuit sur une période de semaines et des mois, permettant à ces juvéniles aquatiques de se transformer en vertébrés terrestres comme leurs parents, capables à vivre sur Terre. Donc, nous voyons que ce mode de vie amphibien apporte des avantages. Par exemple, s'aventurer sur la terre ferme et ne pas être limité aux environnements aquatiques. Mais ils sont obligés de retourner dans ces environnements aquatiques périodiquement parce qu'il leur manque des caractéristiques requises pour compléter leur cycle vital sur Terre, à savoir que leur peau, leurs gamètes et leurs embryons manquent de protection contre la dessiccation. Certains amphibiens, cependant, ont évolué des adaptations qui leur permettent de remplir certaines des exigences du cycle vital en dehors de l'eau, comme certains salamandres qui ont évolué une fertilisation interne. La mâle stimule la femelle avec une parade nuptiale, en remuant sa queue pour stimuler son ventre. Quand elle indique qu'elle est prête pour la reproduction, il va s'avancer et dépose son sperme sur la surface dans un paquet, connu sous le nom de spermatophore. Elle va l'amener jusqu'à son ouverture génitale et le placer sur le spermatophore afin d'amener les spermatozoïdes à l'intérieur pour la fécondation. Cela leur donne un peu plus d'indépendance vis-à-vis de l'eau à certaines étapes du cycle de vie. Mais, étant amphibiens,
ils ne sont pas capables de séparer complètement de ces habitats aquatiques parce que les embryons ne sont toujours pas protégés contre la dessiccation. L'étape suivante de l'évolution, qui a permis aux animaux de vivre en permanence sur la terre ferme, a impliqué la résolution de ces défis, auxquels chez les amphibiens était la perméabilité de leur peau. Ce problème a été résolu chez les reptiles avec des écailles de kératine, qui sont imperméables à la perte d'eau. Ceci a permis à ces animaux de vivre dans des environnements chauds et secs sans dessécher eux-mêmes. Mais un autre élément crucial était l'évolution de l'œuf amniotique, qui est un œuf à coquille de calcium qui est imperméable à l'eau, mais perméable aux gaz respiratoires comme l'oxygène et le CO2. Il fournit donc une possibilité pour ces animaux de pondre leurs embryons sur la terre ferme sans que ces embryons eux-mêmes se dessèchent. Donc, c'était une caractéristique très importante qui a donné naissance aux premiers vertébrés véritablement terrestres qui pouvaient vivre complètement sur la terre ferme en raison de leur peau imperméable écailleuse et qui pouvaient se reproduire complètement sur la terre ferme par fécondation interne et en déposant leurs embryons dans des coquilles calcifiées pour les protéger du dessèchement dans l'environnement terrestre. Une autre caractéristique de l'environnement terrestre est que l'eau peut être limitante. Par conséquent, les animaux terrestres ont subi une pression adaptative pour réduire la perte d'eau liée à l'excrétion et à l'élimination des déchets métaboliques. La solution chez les vertébrés a été l'évolution d'un ensemble très efficace de reins. Les reins sont des organes excréteurs qui sont également impliqués dans l'équilibre osmotique des solides et les liquides dans le corps. Ainsi, le rein des vertébrés est très efficace pour la filtration du sang et d'autres fluides circulatoires, afin d'éliminer des déchets, particulièrement les déchets digestifs, qui circulent dans le sang, comme l'ammoniac, qui sera le produit de la dégradation des protéines et des acides aminés, et de les convertir en une forme moins toxique, d'urée, avant de les excréter sous forme d'urine. Le rein chez les vertébrés est hautement adapté pour être capable de conserver l'eau, et c'est particulièrement vrai chez les reptiles, chez qui ces déchets excrétoires sont encore plus concentrés, afin d'être en mesure de les éliminer du corps sans nécessiter un excès de perte d'eau, comme une autre adaptation à la vie sur la terre ferme en milieu très sec. L'ère mésozoïque, de 250 à 65 millions d'années, était l'âge des reptiles, les grands reptiles, étant les dinosaures. Et ces dinosaures à l'origine étaient de féroces prédateurs. En tant que prédateurs actifs, de nombreux reptiles sont équipés de grands systèmes sensoriels qui leur permettent de localiser leur proie. L'une d'entre elles est la réception thermique, en utilisant les mécanismes de détection infrarouge sous la forme de fosses sur le visage chez certains serpents, comme les vipères, qui peuvent lire la chaleur de leur proie, comme ça, vu à travers une caméra infrarouge. C'est une façon pour eux de voir les animaux proies la nuit, car ils brillent dans leur profil infrarouge. Un autre sens important qui est bien développé chez les reptiles, mais qui aussi joue un rôle important chez d'autres vertébrés supérieurs, est un organe olfactif dans le palais qui est connu sous le nom de l'organe voméronasal ou l'organe de Jacobson. Cet organe est très sensible à certaines formes de détection moléculaire, et chez certains vertébrés, ils sont utilisés dans l'olfaction et de détecter la présence de nourriture, de prédateurs, de partenaires sexuels ou d'autres caractéristiques biologiques importantes à proximité. C'est ce que font les serpents quand vous voyez leur langue fourchée qui vacille dans l'air. Il y a 2 fourches dans leur langue, et chacune capture des molécules à gauche et à droite. Le serpent les prend dans sa bouche et le met en place à travers des petits trous dans le toit de sa bouche,
de sorte que le bout de la langue touchera son organe voméronasal pour être en mesure d'identifier les molécules qui se sont déposées sur sa langue. Cela lui donne un odorat très précis, qui peut même détecter des différences dans les molécules entre la fourche gauche et la fourche droite de cette langue. Cette capacité stéréoscopique est due au fait que son organe de Jacobson est très sensible. Les vertébrés terrestres ont des modifications sur le système circulatoire du modèle de base que nous avons vu chez les poissons. Chez les amphibiens et les reptiles, il y a une modification du système circulatoire où il y a une division des oreillettes du cœur en côté gauche et droite recevant le sang, et avec une division partielle dans le ventricule, qui est la pompe du cœur. Par conséquent, il y a deux circuits dans le système circulatoire. Lorsque le sang quitte le cœur et va vers les poumons ou vers la peau, selon qu'il s'agit d'une respiration par voie pulmonaire ou cutanée, ensuite le sang retourne directement au cœur pour une autre pompe ventriculaire vers le corps pour recevoir la livraison du sang oxygéné. Donc, ce que nous notons chez les amphibiens et les reptiles est qu'il y a une plus grande pression sanguine dans le système circulatoire, parce que le sang retourne vers le cœur avant d'être délivré dans le corps. Cependant, il y a un mélange partiel du sang oxygéné et désoxygéné entre le ventricule gauche et le ventricule droit, parce qu'ils ne sont pas entièrement séparés l'un de l'autre par un septe complète. Ce que cela signifie, c'est que les vertébrés inférieurs terrestres, comme les amphibiens et les reptiles, ont généralement des problèmes pour s'engager dans une activité continue de l'endurance cardiovasculaire. Il est vrai que l'air contient 20 fois plus de l'oxygène que dans l'eau, mais la distribution de ces gaz dans le corps est limitée chez ces vertébrés inférieurs à cause du mélange du sang oxygéné par rapport au sang non oxygéné. Donc ça veut dire essentiellement que ces vertébrés avec ce type de système circulatoire auraient des problèmes pour s'engager dans une activité pour toute période prolongée. Ceci s'est également aggravé par le fait que les muscles qui sont impliqués dans l'expansion et la contraction des poumons pour la respiration terrestre sont aussi les mêmes muscles qui sont impliqués dans la locomotion de ces tétrapodes terrestres. Pendant la course, par exemple, les membres antérieurs doivent se déplacer en contact avec le sol et entrent en conflit avec les muscles intercostaux qui doivent se contracter et s'étendre pour permettre à l'animal de respirer en utilisant ses poumons. Le conflit qui existe est que courir et respirer pour un tétrapode terrestre n'est pas facile, parce que ces deux exigences sont en compétition l'une avec l'autre. La solution reptilienne était de mettre les pieds avant en l'air et de se déplacer uniquement sur les pattes arrière et d'évoluer vers la bipédie. C'était la solution pour les premiers dinosaures, qui étaient tous bipèdes. Contrairement à ce T-Rex qui est venu beaucoup plus tard, les premiers dinosaures étaient des petits reptiles ressemblant à des poules qui couraient sur leurs pattes arrière à des vitesses incroyables, bien plus vite que n'importe laquelle de leurs infortunées proies à 4 pattes, qui auraient bougé quelque chose comme ça. Ce nouveau plan corporel réussi a conduit à l'apparition de l'âge des dinosaures carnivores, au cours de l'ère mésozoïque. En reconnaissant que l'ancêtre des dinosaures était bipède, nous devons également noter que la plupart des dinosaures tétrapodes l'avaient devenu secondairement. Donc les animaux, comme le stégosaure ou le triceratops, vous noterez, ont des membres antérieurs qui sont plus petits que leurs membres postérieurs. Cela, c'est parce que leurs ancêtres étaient bipèdes. De nos jours, très peu de reptiles continuent de courir sur leurs pattes arrière. Alors, ce que ça représente pour les amphibiens reptiles, qui ont un système circulatoire mal conçu
qui est inefficace pour distribuer l'oxygène dans le sang avant qu'il soit trop fatigué. Ajoutez à cela qu'il y a une contrainte à se déplacer en utilisant les membres antérieurs et les muscles intercostaux pour respirer en même temps. Et cela signifie que la plupart des reptiles et des amphibiens sont relativement sédentaires dans leur mode de vie. Ils peuvent occasionnellement se déplacer à grande vitesse. Hé, qui a mis ce clip-là? Ne vous inquiétez pas, aucune tortue a été blessée dans la réalisation de cette vidéo. Comme je le disais, comme ce serpent de récif corallien, ils peuvent se déplacer rapidement, mais seulement pour de très courtes périodes de temps, parce qu'ils sont vite épuisés et ont besoin de récupérer, ce qu'ils ne peuvent se faire que lentement, car le sang oxygéné est vite épuisé dans le système. C'est pourquoi de nombreux amphibiens et reptiles ont développé des moyens par lesquels ils peuvent se nourrir sans dépenser beaucoup d'énergie. Par exemple, certains ont des langues longues et extensibles qu'ils peuvent utiliser comme des pièges pour obtenir leur nourriture. D'autres stratégies qui sont communes chez les amphibiens et les reptiles, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter la poursuite, est de simplement se déplacer lentement et lentement et lentement vers leur proie visée, et ensuite bondir, juste à la dernière minute, ne dépensant ainsi de l'énergie en un seul élan de mouvement, et donc ils n'ont aucun besoin d'un système circulatoire qui est plus efficace que celui qu'ils ont. Aussi, en conséquence de l'impossibilité de poursuivre leur proie, et étant donné qu'il peut s'écouler un certain temps avant qu'ils soient capables d'assurer un autre repas, de nombreux reptiles, comme ce serpent vert, ont développé un moyen par lequel ils peuvent manger des repas massifs et les digérer sur de longues périodes de temps. Cela est dû en grande partie aux modifications de la mâchoire, ainsi qu'à la cage thoracique, où les côtes ne sont pas attachées et peuvent s'ouvrir pour étirer cette cavité quand quelque chose descend à travers. De plus, leur mâchoire est articulable et peut s'ouvrir à presque 180 degrés. L'avant de la mâchoire inférieure peut se séparer, alors que la nôtre est attachée au niveau du menton. Chez les serpents, les deux côtés de la mâchoire peuvent se séparer pour lui permettre de contourner une énorme proie. Et bien sûr, ils ont des dents très pointues qui ne pointent vers l'arrière. Cela signifie qu'une fois que quelque chose est dans leur bouche, il n'y a qu'une seule direction où il peut aller, parce que les dents empêchent la proie de ressortir. Une autre adaptation est que ces reptiles et amphibiens sont capables de respirer en même temps qu'ils ont cette énorme bouchée de nourriture, grâce à l'évolution du palais secondaire. La chambre à air qui entre contourne la nourriture, permettant aux prédateurs de manger et de respirer en même temps. À un moment donné, il y a environ 150 millions d'années, pendant l'ère mésozoïque, ou l'âge des dinosaures, un petit sous-groupe de dinosaures avait déjà développé des plumes. C'était probablement pour des raisons de thermorégulation, pour les garder au chaud pendant des nuits fraîches. Il est également possible qu'ils aient eu des buts de communication sociale, comme les plumes des oiseaux de nos jours, où ils utilisent le plumage pour faire de la publicité de leur attractivité. Mais une chose est certaine, cela a finalement conduit à des dinosaures qui pouvaient s'envoler dans les airs. Les premiers oiseaux étaient des dinosaures à plumes qui pouvaient faire des grands bonds et prendre de l'air alors qu'ils pourchassaient leur proie ou essayaient d'éviter leurs propres prédateurs. Il se peut aussi que ce soit dans des situations comme planer d'un arbre à un autre afin d'économiser de l'énergie. Plutôt que de descendre un arbre et de marcher jusqu'à l'autre et de grimper ce nouvel arbre, la capacité à planer pourrait avoir été une étape intermédiaire vers le vol actif, qui a manifestement évolué en une caractéristique importante chez les oiseaux modernes, qui sont l'une des rares descendantes des dinosaures.
Le vol actif est un moyen de locomotion coûteux en énergie. Il nécessite d'énormes quantités d'oxygène, d'énergie et de nutriments. Elle nécessite également de très importantes adaptations anatomiques pour permettre à un organisme de voler. Quand nous regardons les oiseaux, nous reconnaissons que presque toutes leurs caractéristiques peuvent être vues à travers la lentille des adaptations qui leur permettent de voler. À un certain niveau, nous pouvons voir que le squelette est fortement modifié, comme le fait d'avoir des os creux pour qu'ils sont beaucoup plus légers et donc ils n'ont pas besoin de porter autant de poids. Cette adaptation favorise un vol efficace. Le sternum dans la cage thoracique a une extension élargie à l'avant, appelée le bréchet, qui permet la fixation des muscles de vol massifs. Nous avons bien sûr l'évolution des membres antérieurs en ailes, qui permettent la poussée et la propulsion du vol. Et beaucoup d'os le long de la colonne vertébrale, y compris les côtes, la ceinture pelvienne et la queue, sont fusionnés afin de fournir une surface rigide pour le vol musculaire, qui est crucial pour ce moyen très exigeant de se déplacer. Donc, comme nous l'avons vu, le vol a été précédé par l'évolution des plumes, qui sont juste des écailles modifiées. Elles sont aussi faites de kératine, la substance protéinique qui compose les écailles des reptiles. Ceux-ci ont été modifiés de manière adaptative pour faire de longues structures plumeuses qui, d'un côté, auraient été très favorables à l'isolation, comme sur ces oies modernes. Et puis plus tard, favorables encore une fois dans la mesure où ils fournissaient une portance et une résistance contre les courants d'air permettant le vol. Nous voyons beaucoup plus de modifications dans la physiologie des oiseaux qui permet cette activité extrêmement exigeante du vol. Et l'une est la modification de leurs poumons pour avoir un flux d'air unidirectionnel à travers. Les courants d'air dans les poumons sont ventilés par des sacs d'air contractiles ou de grandes poches d'air qui se trouvent dans des zones stratégiques dans le thorax et l'abdomen pour permettre à l'air de circuler comme un flux à sens unique. Par conséquent, il n'y a jamais un mélange d'air oxygéné qui entre et l'air désoxygéné qui sort. Donc, ça finit par maximiser le gradient de concentration, favorisant la diffusion et permettant une extraction très efficace de l'oxygène de l'air envers les poumons. Une chose que nous savons tous sur les oiseaux est qu'ils ont des comportements sociaux complexes, y compris ceux liés à la parade nuptiale et la reproduction. Les oiseaux sont réputés pour coopérer en tant que couple reproducteur pour construire un nid, incuber les œufs, pour prendre soin de la progéniture après l'éclosion de ces œufs, pour même protéger et instruire les oisillons après qu'ils ont quitté le nid. Et donc cet énorme investissement social et parental chez les oiseaux est en partie une des clés de leur succès, car ce sont des animaux très intelligents et l'éducation par les soins parentaux est l'un des moyens par lesquels ils peuvent transmettre d'importantes connaissances culturelles qu'il faut avoir pour être un oiseau intelligent dans le monde moderne. À un moment donné dans l'ère mésozoïque, des petites créatures ressemblant à des souris ont évolué. Ils étaient poilus et nocturnes et avaient l'habitude de se cacher des dinosaures. Mais elles ont vraiment eu une chance quand un astéroïde est arrivé et a éliminé tous les grands prédateurs qui avaient terrorisé ces petits animaux depuis des millions d'années. Nous parlons de l'origine des mammifères, qui sont ensuite devenus un type d'animal dominant dans les environnements terrestres après ce changement, au début de l'ère cénozoïque ou l'ère moderne, depuis 65 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Les mammifères sont caractérisés par avoir une peau très complexe qui contient des poils. Les poils sont une caractéristique des mammifères uniquement. Ils sont faits de kératine,
Et donc, au cours de l'évolution, c'est juste une modification des mêmes écailles reptiliennes qui sont devenues des plumes chez des oiseaux. Et nous avons des longs filaments à la place, qui sont très efficaces pour la thermorégulation, mais bien sûr jouent d'autres rôles, comme dans la communication sociale également. La peau des mammifères est très épaisse, parce que nous avons une couche dense de derme, qui est une sorte de couche musculaire de notre peau sous l'épiderme externe, qui est glandulaire et fortement innervée par des cellules nerveuses. Donc notre peau est un organe de communication, ainsi qu'un organe de protection, parce que nous sommes des créatures sociales et que le contact et le toucher est très important chez les mammifères. Une des glandes importantes que les mammifères possèdent est celle qui a donné le nom à notre classe, les glandes mammaires, qui produisent du lait et qui nourrissent notre jeune progéniture. C'est un exemple d'une forme très évoluée de soins parentaux que l'on voit chez les mammifères et indique que les comportements sociaux que nous avons ont également été clés dans notre succès en tant qu'animaux sociaux et intelligents. Contrairement à la solution reptilienne au conflit avec la respiration pendant l'activité énergétique, étant de libérer les bras de s'engager dans la locomotion, la réponse mammalienne à ce défi, pour le compromis entre les muscles intercostaux étant utilisés pour le mouvement et la respiration, est l'évolution d'une membrane sous les poumons, connue sous le nom d'un diaphragme, qui agit pour gonfler et dégonfler les poumons indépendamment des muscles intercostaux. C'est une des raisons pour lesquelles les mammifères peuvent être des animaux si actifs, même si la plupart d'entre eux sont encore quadrupèdes. C'est parce qu'ils peuvent encore respirer très efficacement en utilisant le diaphragme, alors que les muscles intercostaux sont occupés à courir à grande vitesse. Afin de satisfaire ces hauts niveaux d'activité, nous devons avoir des adaptations qui favorisent une efficace distribution de l'oxygène et d'autres nutriments. Lorsque nous regardons les vertébrés supérieurs, tels les oiseaux et les mammifères, qui ont ces très grandes demandes d'énergie et de nutriments, nous remarquons qu'il y a des solutions dans le système circulatoire, dans lequel la double boucle que nous avions vue évoluer chez les amphibiens et les reptiles est maintenant complètement fermée, avec un septum entre le ventricule gauche et le ventricule droit, ce qui signifie qu'il n'y a plus de mélange de sang oxygéné et non oxygéné lors de son retour au cœur, et donc avec la deuxième pompe envoyant le sang oxygéné directement dans le corps pour l'acheminer vers les tissus et les organes sous de très haute pression est extrêmement efficace. Cela permet à ces vertébrés d'être beaucoup plus actifs que les amphibiens et les reptiles, car ils ont des systèmes circulatoires qui ne font pas de compromis sur l'endurance énergétique prolongée. En termes de reproduction, les mammifères ont aussi de très importantes adaptations pour favoriser la reproduction sur la terre ferme, y compris l'évolution des organes copulatoires. Très peu de vertébrés inférieurs ont des organes copulatoires, à l'exception de certains reptiles. La plupart des vertébrés s'engagent simplement dans la copulation en pressant les ouvertures génitales du mâle et des femelles ensemble. Cependant, nous voyons l'évolution d'un organe copulatoire très spécifique chez les mammifères. Nous parlons du pénis masculin, qui a évolué spécifiquement pour être en mesure d'insérer dans la tracte reproductrice féminine et de déposer le sperme à l'intérieur du corps. Donc, pour un transfert interne tel que les gamètes ne sont jamais en contact avec l'air sec et sont donc encore plus protégés contre la dessiccation. Une adaptation du côté féminin de l'équation de la reproduction est que l'œuf amniotique chez les mammifères a été remplacé par une gestation interne, où les unités de ces œufs ont été fusionnées à l'utérus dans l'abdomen de la femelle, de sorte que l'embryon peut être porté à terme dans la sécurité, le confort et la protection de l'environnement de l'utérus. Cette adaptation, que l'on observe exclusivement chez les mammifères,
est une adaptation qui augmente le succès de la reproduction en s'assurant que la progéniture dispose tous les nutriments nécessaires et sont protégés contre tous les dangers de l'environnement, jusqu'à ce qu'ils soient plus ou moins capables d'être amenés dans le monde réel. Bien sûr, de nombreux mammifères ont une progéniture qui est capable de marcher et d'interagir avec d'autres individus dans des périodes relativement courtes après la naissance, de l'ordre de quelques minutes à quelques heures. Ce n'est pas vrai pour d'autres, comme les humains, qui ont besoin de très longues périodes d'enfance, où nous sommes plus ou moins impuissants, dépendants des adultes pour prendre soin de nous. Cela crée un contexte où de nombreux mammifères sont obligatoirement des créatures sociales, où nous nous aidons les uns des autres. Et notre succès en tant qu'animaux complexes et très intelligents n'est rendu possible que par les longues périodes d'apprentissage dans la sécurité de nos parents qui nous permettront de devenir ces mammifères complexes dans l'environnement. Et bien sûr, en tant qu'humains, nous sommes également des mammifères qui ont évolué à partir de la lignée des primates, que nous étions un groupe de mammifères vivant auparavant dans les arbres de l'Afrique de l'Est, qui est devenu bipède en raison des changements dans l'environnement, où la forêt est devenue beaucoup plus ouverte, et que les ancêtres des humains se sont retrouvés debout sous le chaud soleil équatorial. Nos ancêtres, les Australopithecines, auront mené vers l'évolution de plusieurs espèces des humains qui ont existé dans le passé, mais qui sont éteintes de nos jours. De plus, on continue de découvrir de nouveaux spécimens qui nous permettent d'ajouter des espèces des humains à notre arbre généalogique. Depuis les derniers 2,5 millions d'années, il y a eu plusieurs espèces des humains qui ont existé. Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis, un peuple qui était connu sous le nom du Hobbit, parce que c'était des gens très petits. Et il y avait plusieurs autres espèces aussi. Mais lorsque l'apparition des humains sur le plan évolutif est relativement récent, on a eu un impact énorme sur la planète, sur l'environnement et les autres organismes avec lesquels on partage cette planète.